j'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Duc Duhalderville. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Alliance Vita, auteur de Docteur, ai-je le droit de vivre encore aux éditions Salvator. Alors d'abord, avant de se pencher sur votre livre, je voulais revenir sur cette manifestation que vous avez faite, Alliance Vita, pour un cri pour secourir, jamais aider à mourir. D'ici la fin de l'année, vous dites que le gouvernement veut présenter un projet de loi qui viserait donc à légaliser le suicide assisté. Comment ça s'est déroulé, notamment cette manifestation, et comment le gouvernement, petit à petit, a fait passer cette idée de légalisation du suicide assisté, même ce terme. Enfin, il y a beaucoup de questions dans ma question, de suicide assisté. Oui, ça me laisse la possibilité de remonter vraiment loin, mais alors c'était précisément plus de 50 happenings, des manifestations statiques que nous avons conduites. Moi, j'étais porte-parole nationale et puis au Parvis des droits de l'homme du Trocadéro pour rappeler l'universalité de la prévention du suicide. On le sait, quand des pompiers, des proches, des soignants secourent un désespéré, lui redonnent vie, ils ne sont pas condamnés. On pourrait même les condamner pour non-assistance à personne en danger. Et nous disons que ce suicide prétendument assisté, c'est justement une non-assistance à personne en danger. Que c'est les personnes les plus fragiles, les plus souffrantes, les plus isolées, parfois les plus pauvres, qui ont le plus besoin d'être soutenues. Et vous voyez, ce week-end, non seulement nous avons fait ces manifestations avec le cri de Munch, c'est-à-dire en montrant vraiment l'effroi, le désespoir que ça peut représenter, y compris pour les personnes endeuillées. Nous sommes tous de près ou de loin endeuillés par des suicides. Et on sait à quel point la personne, le plus souvent, aurait voulu vivre, et puis il y a une pulsion de mort qui l'a emporté. Et les psychiatres, je travaillais beaucoup avec eux depuis des années, et nous disent qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas connoter positivement les suicides, pour éviter des effets de contagion, pour éviter que le petit fil ténu qui relie à la vie des personnes qui sont dans cette phase de crise suicidaire, souvent un calme avant la tempête, mais ne se disent pas, au fond, la société ne veut plus que je vive. Elle estime que ma vie n'a plus de prix à ses yeux. Donc, la manière dont je regarde une personne porteuse de handicap, dépendante, eh bien, au fond, a un énorme impact sur la manière dont elle se regarde elle-même. Alors, j'ai eu cette expérience, moi, de vivre avec des personnes porteuses de handicap, et j'ai vu à quel point les considérer, comme le disait le regretté Philippe Pozzo di Borgo, qui était tétraplégique à l'origine du film Intouchable, les considérer leur donne davantage le goût de vivre que si on les regarde avec une sorte de pitié qui est ta vie, ça ne vaut vraiment pas le coup. Voilà. Donc on a manifesté pour protester. Alors je reviens à une partie de votre question. Depuis des années, il y a une pression en vue de soit le suicide assisté, soit l'euthanasie. Ce sont deux réalités qui lèveraient cet interdit de tuer qui est fondateur depuis le serment d'Hippocrate, et avant d'ailleurs, de la déontologie médicale. Je ne délivrerai à quiconque du poison, même si on m'en fait la demande. Depuis 2500 ans et plus, les soignants savent qu'ils ont une forme de toute-puissance. Ils ont, autrefois, les onguents, les poisons, les médicaments, aujourd'hui les produits, les molécules. Et ils savent que cette toute-puissance doit être régulée par un interdit qui fonde la confiance soignant-soigné. Si vous vous retrouvez gravement malade, quelle que soit d'ailleurs votre option pour contre l'euthanasie, le plus souvent les gens ont envie de vivre et ils n'ont qu'une trouille, c'est que éventuellement ce qu'ils avaient pu dire avant se manifeste en passage à l'acte. Donc les soignants se protègent et protègent leurs patients par cet interdit. Si on le lève, alors on peut le lever soit par l'euthanasie, le soignant injecte lui-même le produit létal dans l'intérêt allégué de la personne, soit qu'elle l'ait demandé, soit qu'on considère que c'est bien pour elle. Je reprends la définition de l'euthanasie. Donc là, on s'est administré la mort dans l'intention de soulager la personne, ce qui suppose peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la soulager autrement. Voilà. Et puis, le suicide assisté, la différence, c'est que c'est la personne elle-même qui doit déclencher le processus létal. C'est-à-dire que le soignant va prescrire, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est du poison, il va prescrire le produit, mais la personne soit devra prendre ce comprimé, soit déclencher la perfusion que le soignant aura préalablement préparée. Et, j'ai presque fini la réponse, mais la question était vaste. Il y a un peu plus d'1 an, le comité d'éthique, qui jusqu'alors avait vraiment dit, il ne s'agit surtout pas en France de lever cet interdit qui protège le soigné, du soignant,
et aussi des pulsions de désespoir, hein, eh bien, le comité d'éthique a fait un revirement. Et il a dit que la France devrait, d'une part, développer les soins palliatifs, là on est tous d'accord, et il serait temps, hein, loi de 99, droit d'accès aux soins palliatifs, qui n'est toujours pas vraiment mise en œuvre, puisqu'il y a 50% des gens qui en auraient besoin qui n'ont pas accès à ces soins palliatifs, peut-être qu'on y reviendra. Donc il dit qu'il faut développer les soins palliatifs, et par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle éthique à ce qu'il appelle une aide active à mourir. Et derrière ce mot, il met principalement le suicide assisté, que je viens de définir brièvement, et accessoirement, dit-il, en raison de l'égalité entre les citoyens, l'euthanasie, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement dépendantes qu'elles ne peuvent pas s'administrer la mort. Et nous, là, nous avons décidé, Alliance Vita, de pointer vraiment sur cette porte entrouverte, qui est en fait une porte ouverte, parce que quand on a joué autour des portes, quand on était enfant, on sait que la porte, une fois qu'elle est déverrouillée, elle est ouverte. Enfin, on peut vraiment l'ouvrir plus largement. On le voit dans les pays qui ont légalisé ces mots MAUX. Eh bien, nous disons vraiment, attention, les Français sont attachés à la prévention du suicide. Les acteurs de cette prévention sont très mobilisés. Ils ont repéré ce qu'on appelle l'effet Werther, qui est peut-être pas très connu du grand public, mais qui date du roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, où on a découvert que les adolescents qui lisaient ce roman se suicidaient en assez grand nombre par arme à feu, comme le héros du roman. Et on a découvert que les suicides avaient, vous le savez sans doute, en éducation, dans les entreprises, des effets de contagion. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui passe à l'acte et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on l'a vu pour les personnalités emblématiques comme Dalida, comme Kurt Cobain, dans les semaines qui suivent, des personnes de leur tranche d'âge passent à l'acte en proportion bien plus forte qu'en temps normal, parce que le suicide a été montré comme emblématique. Donc nous disons, nous, attention, on a poussé ce cri d'effroi, attention à toutes les conséquences de cette levée. Je termine en disant qu'on a un service d'écoute, SOS Fin de Vie, à Alliance Vita, qui écoute des personnes en difficulté, endeuillées, des personnes qui sont parfois gravement malades et dépendantes. Et depuis que ce débat émerge, et il ne cesse d'émerger depuis des mois, on a des personnes qui nous appellent en disant « Est-ce que je pourrais avoir accès au suicide dans votre clinique de suicide ?» Et c'est des personnes qui sont souffrantes psychiquement. Elles ne sont pas malades, elles ne sont pas éligibles à ce qui serait éventuellement légalisé parce que le gouvernement prévoit un projet de loi dans les jours qui viennent, va le rendre public dans les jours qui viennent. Il serait peut-être débattu au Parlement en 2024. Enfin, jusqu'alors, il n'est pas encore déposé. Eh bien, ces personnes, parce que le débat s'ouvre, pensent que la société ne veut plus prévenir leur suicide. Et ne leur dit plus « ta vie a du prix à mes yeux, à nos yeux ». Voilà. Donc là, nous nous battons vraiment, je pense, pour une cause humanitaire qui devrait être une grande cause nationale consensuelle. Alors justement, il y a eu une consultation citoyenne sur l'euthanasie. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous pensez que le débat à ce moment-là était tronqué ou pas ? Parce qu'il y a eu, on nous a présenté comme une unanimité, notamment de cette consultation citoyenne, vers une légalisation de l'euthanasie. Alors précisément, à la toute fin de la consultation, ce sont plutôt 3/4 des personnes, mais quand même 25%, et après des rencontres approfondies et pas forcément aussi équilibrées que nous l'avions souhaité. Enfin, moi, j'ai rencontré Agnès Firmin-Lebaudot, ministre qui était en charge de suivre ce processus, puis la responsable au CESE, au Conseil économique, social et environnemental de ce processus. Et nous n'avons pas été auditionnés, par exemple, par les concitoyens qu'ils avaient réunis. On a rencontré certains qui étaient assez dans le doute par rapport à ce qui leur a été dit. Et puis, le consensus a été pour les soins palliatifs. Et d'ailleurs, les personnes qui se sont réunies à cette convention n'étaient pas d'accord sur les modalités de cette future loi, ce qui montre bien la confusion. Certains étaient favorables à l'euthanasie des enfants, voilà, et d'autres non, et donc ils se sont un peu... Voilà. Alors, je réponds quand même à votre question. Quand des personnes en bonne santé, on les interroge, est-ce que vous voulez souffrir ? Ni vous ni moi, je ne veux pas souffrir. D'ailleurs, j'ai une sciatique en ce moment, mais j'ai pris un produit pour essayer de marcher jusqu'à vous, sans trop souffrir. Donc, attention à ne pas croire que le choix, c'est entre souffrir ou mourir. On a les moyens de soulager la douleur, on a des soins palliatifs, mais les centres antidouleurs ne sont pas très accessibles. Les soins palliatifs ne sont accessibles qu'à la moitié des gens qui en ont besoin. Donc, il y a un député qui a dit attention, parce que dans ce contexte, la levée de cet interdit vaudrait presque incitation au passage à l'acte, surtout s'il n'y a pas les moyens suffisants pour accompagner les douleurs physiques et les souffrances psychiques inhérentes à des fins de vie difficiles. Donc, nous avons remarqué que beaucoup de personnes qui sont théoriquement favorables à ce qu'ils appellent la liberté de choisir sa mort, mais il faudrait décortiquer ce propos. Voilà. Mais quand ils se retrouvent en situation difficile, ils trouvent des raisons de vivre. Et il y a eu des magnifiques
témoignages, grâce à ce débat finalement, ça c'est vrai, de personnes qui ayant atteint de la maladie de Charcot, qu'on estime souvent comme éligibles à l'euthanasie ou au suicide assisté, ce que nous contestons, mais des personnes qui disent « j'ai découvert dans ce temps de grande dépendance quelque chose que je n'avais pas goûté quand j'étais en bonne santé ». Personnellement, j'ai accompagné mon père jusqu'à la fin de sa vie. C'était pas un enjeu de suicide ou pas, mais j'ai été stupéfait de voir que, entre deux hommes qui s'appréciaient en bonne santé, un père et son fils, et la réalité de ce que nous avons vécu dans son temps de dépendance qui a duré plusieurs mois, il y a eu vraiment un plus stupéfiant. Et donc, il y a là, et je sais bien que les auditeurs sont souffrants aussi de toutes les souffrances de nos proches. Nous avons chacun des expériences de personnes qui n'en finissent pas de ne pas mourir. On est très démunis dans ces moments-là. Et donc, il faut vraiment ressaisir que épreuve et joie peuvent être compatibles. Que dans des moments de fin de vie, où les personnes sont toujours 100% vivantes, il n'y a pas de demi-vivants, elles sont 100% vivantes, il se passe entre nous des instants, des moments que peut-être n'ont jamais goûté. Alors, je me souviens avoir écouté longuement une pharmacienne qui nous a dit qu'elle avait promis à sa fille de mettre fin au jour de sa fille. Elle dit, j'avais le produit, je lui avais promis, j'ai pas eu le cran de le faire. Et sa fille était dans une période de coma, elle était dans un cancer en phase terminale, mariée, des petits-enfants. Et sa fille s'est réveillée, elle a connu ce qu'on appelait en langage populaire un temps de rémission. C'est-à-dire un temps où, brusquement, il y a un mieux. Avant la mort, souvent, il y a un moment un peu différent. Et là, échange de paroles avec sa mère, avec son mari, avec ses enfants. Et elle a dit à sa mère, maman, heureusement que tu l'as pas fait. Donc attention à ce que nos désespérances, notre peur légitime de la souffrance, de ce qui va arriver demain, cette espèce d'angoisse qui nous saisit, qui laisse croire dans notre société qu'on ne peut plus mourir naturellement, comme nos ancêtres l'ont fait. Maintenant, ça devient, il faudrait administrer la mort. Ne nous prive pas de ces moments essentiels, des paroles échangées. D'autant plus qu'on a aujourd'hui des molécules très précises qui peuvent aller jusqu'à une sédation qui est normalement irréversible. Donc on peut endormir pendant la nuit, pendant le jour, si la personne peut avoir des relations avec ses proches, et puis on l'apaise ensuite. Éventuellement, en toute fin de vie, une sédation qui est continue jusqu'au décès, qui n'est pas une façon d'euthanasier, c'est en toute fin de vie, parce que ça évite les symptômes les plus difficiles de certaines affections, c'est exceptionnel. Voilà, on a beaucoup de moyens. Et d'où vient cette immense angoisse que nous avons par rapport à la mort et qui peut aboutir à ce basculement finalement de pousser à l'auto-exclusion les plus fragiles. Alors justement, vous en avez parlé de cette troisième voie, vous dites qu'il y a un choix qui est truqué finalement entre la mort et la souffrance, et vous proposez donc les soins palliatifs. La loi Leonetti de 2005 finalement est parfaite pour vous, c'est-à-dire ni acharnement thérapeutique, ni suicide assisté. Justement, c'est cette ligne de crête qu'il faut tenir pour vous. Oui, c'est cette loi française qui avait été votée à l'unanimité, qui a nécessité des explications aussi. Elle a été complétée par la loi Claes-Leonetti, sur laquelle Alliance Vita avait fourni une alerte, car il s'agissait de légaliser un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et donc, la Haute Autorité de Santé, ça c'était en 2016, en 2018, 2 ans plus tard, la Haute Autorité de Santé a bien précisé les critères de cette sédation, les critères qui la différencient de l'euthanasie. Parce que endormir une personne qui a des souffrances réfractaires, des douleurs ou des souffrances réfractaires, en toute fin de vie, ça peut arriver, c'est assez exceptionnel finalement, c'est assez peu utilisé parce qu'on a beaucoup d'autres moyens de soulager sans éteindre la conscience. Et donc, ces lois, à condition qu'elles soient interprétées d'une manière non euthanasique, parce qu'il y a toujours un risque d'une surenchère d'interprétation qui laisserait croire qu'on pourrait endormir des gens pour les tuer, donc là il faut faire attention à ça, mais ces lois effectivement sont équilibrées. Par contre, il faut des moyens pour les soins palliatifs, et je dirais aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je dirais, il faut que nous nous engagions auprès de nos proches en fin de vie, auprès des personnes de notre entourage, des personnes porteuses de handicap, de dépendance. Parce que si on ne s'engage pas, on ne peut pas faire confiance demander juste aux soignants de le faire. Donc j'ai essayé de le faire à titre personnel, je connais tous des personnes engagées comme volontaires en soins palliatifs. Donc il y a vraiment à prendre en compte dans notre société de ne pas mettre aux périphéries lointaines de l'exclusion, ne pas considérer, même dans notre regard, des gens en EHPAD comme ayant fini leur existence. Donc ça, c'est un travail aussi culturel qui nous concerne tous. Mais effectivement, nous avons les moyens de cette voie française, la voie des soins palliatifs, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Je le répète parce que beaucoup de personnes croient que la seule manière d'éviter ce qu'on appelle vulgairement l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire les traitements inutiles ou disproportionnés, ou l'obstination déraisonnable, beaucoup de gens croient que pour l'éviter, il faudrait consentir à l'euthanasie. Non, surtout pas. On consent à des soins palliatifs. Les soins palliatifs, peut-être c'est bien de le redire, parce qu'ils sont assez peu connus. Puis vous savez, je ne sais pas comment vous réagissez vous-même, mais quand on vous dit un tel est entré en soins palliatifs, alors tout s'effondre, il va mourir. Bah oui,
il va sans doute, pas toujours, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui en sortent, qui vont pour des séjours de répit. Mais qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs ? Ce sont des soins pluridisciplinaires, donc assez techniques, qui ne sont pas seulement des soins antidouleurs. Ça peut être des massages, ça peut être des traitements aussi pour éviter des symptômes complémentaires associés à une fin de vie, à un cancer, ou à d'autres maladies, bien sûr, et qui prennent en compte la personne et son entourage. Et on sait que l'entourage est très, très secoué par une fin de vie difficile. On écoute aussi l'entourage. Douleurs physiques, souffrances qu'on dit psychiques, qui sont à la fois, on peut dire, sociales, qu'est-ce que je vais laisser, les relations avec les personnes, les rencontres que je voudrais encore faire, qui sont psychiques au sens de la peur de cette mort qui va arriver. Évidemment, il y a toutes sortes il faut se déposséder de beaucoup de choses, donc c'est un chemin vers un moi plus profond, qui est douloureux, qui est compliqué, mais qui est aussi très lumineux. Et puis la souffrance spirituelle inhérente à toute fin de vie, qui n'est pas le propre des croyants d'ailleurs. Toute personne dit, mais le sens de tout ça. Donc il faut pouvoir donner un sens à tout ça. Quand on accompagne les personnes de manière ajustée, c'est merveilleux. J'ai eu cette expérience encore avec un ami proche l'an dernier, mais je me disais, comment se fait-il qu'on soit à la fois tant dans la peine et tant dans la joie de ce qu'on peut se dire qu'on ne s'était jamais dit, des gestes, parce qu'il y a une densité entre son épouse et lui, entre lui et son fils, entre des amis, extraordinaire moment. Et quand on le voit, il faut le voir pour le croire, et bien on se dit, mais quelle tristesse de voler ces instants précieux, de se laisser voler ça par peur de ce qui risque d'arriver. Alors justement, vous avez parlé des échanges, de la tendresse, des regards, des mots autour d'une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des solutions techniques finalement à la fin de vie. C'est-à-dire ce que vous expliquez, c'est aussi juste retrouver une vision ou en tout cas un échange avec ces personnes en fin de vie, qui soient handicapées ou non. C'est vrai, il y a disons, une articulation entre la technique qui est très importante, et comme je l'évoquais, les soins palliatifs sont assez techniques. Par exemple, désormais, on a des pompes de morphine, des grilles d'auto-évaluation. C'est la personne qui s'administre elle-même, qui décide elle-même de son niveau de besoin de manière sur le plan analgésique. Si la personne n'est pas capable de s'exprimer, il y a des signes qu'on a bien identifiés. Les équipes pluridisciplinaires discutent en profondeur sur ce qu'on fait, jusqu'où on va. Et donc, tout cela, c'est à la fois très technique, mais vous avez raison, très relationnel. Et on a remarqué que dans des EHPAD, quand il y a des visites régulières aux personnes âgées du personnel, les personnes prennent moins d'anxiolytiques, prennent moins de médicaments antidouleurs. À titre personnel, pardon, la comparaison peut avoir quelque chose d'exagéré, mais j'ai été opéré 5 fois des genoux et il se trouve que ça fait assez mal, le genou. Et j'avais un médecin à l'époque, très bon chirurgien, et qui me disait, non mais monsieur Derville, vous êtes un intellectuel, votre douleur c'est dans la tête. Et j'ai dit non, c'est pas dans la tête, c'est dans le genou ma douleur. J'avais très mal. Et j'ai obtenu des analgésiques, et mon voisin, c'est la même chose. Donc l'excellent chirurgien ne prenait pas en compte avec sérieux la douleur physique. Et j'ai remarqué dans ce même temps que quand mon épouse venait et me tenait la main, eh bien, j'avais beaucoup moins mal. Vous savez, on le sait bien, nous, on a des rages dedans parfois. Là, ça va pour moi. Rassurez-vous, je suis en train de voir toutes mes mais on sait bien que la nuit, c'est difficile. On attend l'aurore, on attend le jour pour que la douleur se taise, soit plus calme, soit calmée, parce que quand on est dans ce silence et la solitude, il y a une sorte d'effet de résonance, parce que nous sommes des êtres humains, des résonances psychiques, et la douleur devient vraiment comme insupportable. Donc, vous voyez, cette articulation que vous avez bien notée dans votre question, entre des éléments techniques à ne pas négliger, et on a fait énormément de progrès, parce qu'il y a eu des choses scandaleuses dans le passé, ou des abandons de personnes, donc il y a eu beaucoup de progrès, et en même temps, ces relations, cette présence que rien ne peut remplacer. Et alors, on parlait aussi de mourir, et on parle de... il y a une étrange expression qui est de mal mourir. C'est apparu dans le débat public, c'est depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est plus pour finalement vendre l'euthanasie. On nous explique que c'est une solution aussi pour ne pas mourir ou mourir dans la dignité. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression qui est fallacieuse aussi ? D'abord, c'est une bonne question, parce qu'on a beaucoup creusé ça à Alliance Vita, et c'est le professeur Sicard qui, je crois en toute honnêteté, a dit qu'en France, on mourait mal. Et nous, on a voulu regarder, mais qu'est-ce que ça signifie ? Parce que je pense que ça exprime aussi un sentiment de culpabilité devant des défaillances du système de soins qui sont réelles. Ce que j'évoquais pour ma part tout à l'heure, c'est-à-dire il y a eu des formes d'acharnement thérapeutique. Il y a eu parfois des cancérologues qui n'ont pas osé dire à leurs patients que la 3e, 4e ligne de chimiothérapie, il ne fallait pas la faire, que ça aurait des effets négatifs, que ça n'aurait pas d'effet positif, qu'au fond les inconvénients l'emporteraient. Mais comment dire ça à un patient qu'on a tenté de sauver de son cancer ? Vous voyez, donc il y a eu des moments comme ça où effectivement, et on le voit encore, et je pense que les auditeurs comme moi, on est peut-être témoins
point qu'à certains moments, la personne n'a pas été respectée dans sa dignité, dans les temps de fin de vie. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On aurait voulu faire plus. Les soignants, peut-être, n'ont pas eu les moyens, etc. Donc là, effectivement, il peut y avoir des sentiments que la personne, il y a eu une sorte de mal mourir, qui risque d'ailleurs de faire le lit de l'euthanasie, parce qu'on ne dit plus jamais ça. Et on ne dit plus jamais ça, et du coup, moi, je préfère déclencher la mort, demander la mort. Ce week-end, nos équipiers sont allés rencontrer des personnes dans la rue sur ce sujet sensible du suicide, et nous avons noté que beaucoup de personnes étaient traumatisées par des morts de proches qui ne s'étaient pas forcément bien passées, parce que pendant la période de la pandémie, par exemple, les personnes ont dû être abandonnées, vraiment, là, vraiment des traumatismes très très forts. Les deuils n'ont pas pu être faits correctement, les rites funéraires n'ont pas été respectés. Voyez. Donc là, il peut y avoir effectivement un mal mourir qui a eu son paroxysme pendant la période de la pandémie. Mais à l'inverse, cette question de la dignité, c'est vraiment là qu'il y a une fracture, je dirais, idéologique. Des personnes qui promeuvent une dignité qui serait une dignité relative, vous seriez maître de votre dignité et de dire, voilà, j'ai atteint un niveau de dépendance tel que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Alors que nous pensons, nous, avec beaucoup, et peut-être même des promoteurs de l'euthanasie finissent par le reconnaître, que quand on commence à dire qu'une personne a perdu sa dignité, eh bien, on la déshumanise. C'est nous qui la déshumanisons par notre regard. Et justement, on reviendra sur cette stigmatisation des personnes dites indignes de vivre. Je rappelle, nous sommes avec Duc du Alderville, porte-parole d'Alliance Vita pour son livre « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu » aux éditions Salvator. Il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Vue de haut. Alors, Duc du Alderville, on parlait justement des gens qui veulent mourir dans la dignité. Et vous, ce que vous expliquez aussi, c'est qu'on stigmatise des gens, finalement, qui, s'ils ne veulent pas mourir dans la vérité, seraient indignes de vivre. Oui, vous voyez, on a eu cet exemple d'une romancière, Anne Baer, qui était atteinte de la maladie de Charcot, qui est une maladie invalidante, qui est de plus en plus paralysante. Et cette personne a choisi d'aller se faire euthanasier en Belgique. Et les médias ont salué le courage de ce geste, la plupart des médias. Et puis voilà que l'association LARSA, l'association pour les patients et leurs proches atteints de sclérose latérale amyotrophique, c'est le nom de cette maladie de Charcot, le nom savant, ont protesté en disant « mais alors et nous ?» Et nous, le fait de vivre jusqu'au bout avec notre maladie, de l'accompagner. Et on peut d'ailleurs, moi j'ai un cousin qui est mort de cette maladie, on peut mourir paisiblement si on est bien accompagné, même si bien sûr c'est une maladie très pénible et difficile à vivre pour la personne et pour ses proches. Mais alors nous, ça veut dire qu'on n'a pas de courage de vivre jusqu'au bout, d'accompagner, d'accueillir progressivement cette dépendance tout en restant en relation. Voyez. Donc à un moment donné, nous ne sommes pas des îles. Et donc cette revendication d'euthanasie nous interroge tous sur notre individualisme. Est-ce que les choix que je fais pour ma propre vie n'impactent, ne concernent que moi? J'ai une amie, Claire Dix, qui a son père qui s'est fait euthanasier en Belgique contre l'avis de sa fille, qui a la même maladie évolutive que lui. Quelle douleur de voir qu'un médecin a injecté un produit létal à son père et sa fille ne le voulait pas. Et sa fille a été lourdement impactée. Vous voyez. Donc nous sommes des êtres de relation et l'enjeu qui est le nôtre, c'est de dire est-ce que la vulnérabilité est une valeur d'humanité? Est-ce que je reconnais ma vulnérabilité? Philippe Pozzo di Borgo, qui était un grand ami, quand il a commencé à parrainer le collectif Soulager mais pas tuer, auquel adhère Alliance Vita et qui promeut vraiment ce soulagement, mais sans jamais passer à l'acte, nous disait « Approchez-vous de moi, moi l'intouchable », vous savez, l'origine du film Intouchable. Et vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Mais si par hasard, vous éliminez au bout de la vie les gens hors normes, si vous les poussez vers l'auto-exclusion, eh bien, vous allez finir par vous rejeter vous-même. Et il savait de quoi il parlait, parce que lorsqu'il a été accidenté de parapente et qu'il a été tétraplégique, c'est-à-dire paralysé totalement sauf la tête, il a tenté de mettre fin à ses jours avec les tuyaux qui tentaient de le réanimer. Et donc, il s'est évanoui, mais il n'a pas réussi. Et il a dit, c'est le sourire de l'infirmière qui m'a sauvé, et qui l'a sauvé et qui lui a redonné le goût de vivre. Donc, heureusement que vous ne m'avez pas pris au mot de ma désespérance. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre société. Une société qui bascule dans l'idée qu'il y a des vies qui mériteraient de ne pas être vécues parce que la personne a fait son temps, qu'elle est trop dépendante, eh bien c'est une société qui finit par nous faire injonction d'aller bien, d'être bien portant, qui finit par estimer qu'il y a des personnes plus dignes de vivre que d'autres. Et ça, bien sûr, nous ne le voulons pas. Et justement, alors vous parlez de ces vulnérables, et moi je voudrais vous étendre aussi même à cette société libérale qui nous explique finalement que les personnes, si elles ne peuvent pas travailler, si elles ne sont pas utiles, finalement sont inutiles, justement, et cette euthanasie pourrait être une
réponse à se débarrasser de ces personnes qui sont inutiles à notre société. Enfin, c'est comme ça qu'on peut les percevoir, en fait, que cette société libérale peut percevoir ces personnes vulnérables. C'est vrai que bon, du coup, je vais peut-être aussi, votre question me fait penser au titre de mon livre, Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu? J'étais dans un congrès international avec 2 médecins, un Africain et un Belge. Et le médecin africain nous a, pour ainsi dire, secoué en disant, mais qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous, en Occident, là, qu'est-ce que vous en faites? Et alors le médecin belge tout gêné lui dit, tu sais, moi, j'ai un patient, il était malade, avec différentes pathologies, mais pas du tout en fin de vie, il portait et puis il est venu me voir parce que ses enfants l'avaient convaincu de demander l'euthanasie. Et lorsqu'il s'est trouvé face à moi, seul à seul, la première question qu'il m'a posée, c'est, docteur, est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu? Voilà. Donc vous parliez de libéralisme ou d'utilité aussi. Au fond, l'enjeu, c'est comment dire, l'adversaire, c'est l'utilitarisme, qui nous touche tous. Parce que nous sommes tous dans un bain culturel d'individualisme, d'hédonisme. Je le suis dedans aussi, de matérialisme. Je me soigne, j'essaie de me soigner. Et ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur mon père, et ce que j'ai vécu aussi avec des amis à maintes reprises, c'est n'oublions pas que les rencontres avec les personnes les plus vulnérables nous humanisent. Notre société trépidante, où il faut toujours aller plus vite, toujours mieux réussir, où on gravit des postes, des ambitions. À mon âge, on commence à les descendre un tout petit peu et on s'aperçoit qu'on peut aussi vivre sans forcément toujours le toujours plus, vous voyez, toujours plus de fort, de réussite. Donc c'est une société extrêmement dure aux faibles. Voilà, et donc là, il y a effectivement, c'est un enjeu au fond, je dirais, d'écologie humaine, que de mettre la vulnérabilité au cœur de nos vies, et en priorité, et d'aller vers les personnes les plus vulnérables, et de s'apercevoir qu'elles ont une sagesse liée à cette vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à soulager, à accompagner, bien au contraire, mais il y a effectivement ce champ. Et on s'aperçoit que le matérialisme, utilitarisme poussé à bout, fait de l'être humain une variable d'ajustement. Dans des entreprises, dans les familles éventuellement, qu'est-ce qu'on fait des personnes les plus âgées, les plus dépendantes? Une variable d'ajustement, et on va jouer là-dessus comme si on était des objets. Donc considérons toujours les personnes comme des personnes. J'ai fait une tournée de conférences l'an dernier, et j'ai souvent dit la formule que j'ai dû dire tout à l'heure à votre antenne, qu'on était toujours 100% vivants. Et plusieurs personnes sont venues me remercier parce qu'elles avaient tendance à ne plus regarder leurs proches atteints par exemple de troubles cognitifs dans le grand âge comme vraiment pleinement vivantes. Voyez, et donc quand on sait qu'elle est pleinement vivante, qu'elle a encore une vie mystérieuse, notamment spirituelle, mystérieuse, comme on la note d'ailleurs, et bien à ce moment-là, on n'a plus le même regard, on est plus apaisé, on dit elle est là, elle est vraiment là, même si elle se rappelle plus que de son enfance, même si elle ne parle plus, même s'il y a des petits gestes, que des petits gestes, etc. Et donc c'est vraiment une question je dirais une maladie de notre regard, de mon regard. Moi récemment, je suis devenu ami d'une personne de la rue, et j'avais une maladie de mon regard, je passais à côté, agacé par sa présence. Depuis que je la rencontre et qu'on a nos prénoms et qu'on échange, mais quelle humanisation de mon cœur ça a pu faire, voyez. Donc on a à chacun de voir comment il peut réparer le regard sur les personnes fragiles pour les remettre au cœur de sa vie et en vivre mieux finalement et plus heureux. Alors je voulais vous parler aussi, dans cette société libérale, il y a la liberté qui est au-dessus de tout, et justement on explique aussi les gens sont libres de choisir ou non leur mort, et finalement c'est un droit qui n'enlève rien à personne. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens finalement qui expliquent pourquoi vous vous opposez tant à cette liberté, sachant que vous, on ne vous demande pas entre guillemets de vous euthanasier vous-même si vous ne le voulez pas? D'abord, nul ne sait exactement comment on peut glisser, et on a commencé déjà à euthanasier dans des pays qui l'avaient légalisé pour des cas extrêmes, des gens qui le demanderaient. On a commencé à mettre fin au jour de personnes qui avaient des troubles cognitifs, qui n'étaient plus en capacité de s'exprimer. Je nous renvoie aussi à ce qui se passe au Canada, alors qu'il y a un système de protection sociale moindre que notre pays, où plusieurs personnes porteuses de handicap se sont plaints en disant « Je réclame l'AMM, l'aide médicale à mourir. Non pas parce que je veux mourir, mais parce que je n'ai pas le soutien approprié. » Voyez, parce que la mauvaise monnaie chasse la bonne. En fait, c'est un moyen d'échapper au fait qu'il y a moins de moyens. Voilà, et donc ils ont dit à leurs proches, ils ont écrit des lettres en disant c'est pas si la société était plus accueillante, si la société me prenait soin de moi. Et pas plus tard qu'avant-hier, donc dans le tractage, les débats que nos volontaires ont eu dans la rue, une personne en fauteuil roulant leur a dit j'ai prévu de partir en Belgique pour me faire suicider en Suisse, pour me faire suicider en Suisse, mais c'est parce que je n'ai pas assez de soutien. Je n'ai pas ce qu'il faut en termes d'auxiliaire de vie, de soutien. Vous voyez, donc il y a un énorme risque que finalement on pousse à l'auto-exclusion au nom de leur liberté des personnes, parce que juste on n'est pas assez solidaire avec elles, on ne les aide pas suffisamment. Et par ailleurs, quand une personne met fin à ses jours, nous sommes impactés. Rien de ce qui est humain nous est étranger. Quand on est dans un tram, voilà.
plus ou moins proches. Un suicide, le passage à l'acte suicidaire d'une personne, en moyenne, impacte très fortement 7 personnes. Et beaucoup plus encore. Et vous voyez, donc quand une personne met fin à ses jours, et quand elle le fait de manière, imaginons qu'elle le fasse de manière avec toutes les cérémoniaux assez sordides à nos yeux qui peuvent se passer au Canada, dans des salons, la personne qui n'est pas d'accord, l'enfant ou le petit enfant qui n'est pas d'accord, le conjoint qui aurait voulu que la personne reste en vie. Quelle violence. La mort, au fond, ne nous en faisons pas complices. On ne va pas empêcher quelqu'un de mourir. La mort advient, il ne s'agit pas, les soins palliatifs ne visent pas à empêcher de mourir, mais à soulager les souffrances. La mort vient à son heure. Voilà, on meurt, c'est Françoise Dolto qui disait ça à des enfants, on meurt quand on a fini de vivre. Il ne s'agit pas de maintenir à tout prix la vie. Mais quand vous mettez la main sur la mort et quand vous provoquez la mort, ça impacte toute la société. Et quelle est la conscience, vous voyez, d'un soignant? Quelle est la conscience d'un soignant? Donc sur la liberté, peut-être, si vous permettez, parce que comme ça je structure ma réponse. Quel est le sens d'une liberté exercée sous la pression d'une souffrance psychique, mal apaisée, d'une douleur, d'une douleur. Donc il y a une pression endogène de la maladie qui est peut-être mal soignée, mal accompagnée. Donc c'est une étrange liberté sous cette pression. Ou de la peur de ce qui va arriver. Quel est le sens d'une liberté qui est poussée par le regard des autres? Je ne veux pas peser sur mes proches, j'ai peur de coûter, est-ce que je suis encore utile? Voilà. Quel sens d'une liberté qui me prive d'un temps dont je ne sais pas ce qui sera? Vous voyez, c'est-à-dire ces instants précieux que j'évoquais. J'ai peur de ce qui va arriver demain, mais peut-être que demain je ferai une rencontre, j'aurai un projet, un micro-projet, et souvent on le voit. Et puis quel est le sens d'une liberté qui va imposer à l'extérieur, aux soignants, un passage à l'acte ou une prescription qu'ils vont garder sur leur conscience. Dans mon livre, je cite ce médecin qui, après sa retraite, il a cru bien faire, et il est en larmes la nuit en voyant les visages de ceux qu'il a euthanasiés. Et quid des proches. Vous voyez, donc c'est une liberté tout à fait biaisée à nos yeux. Alors justement, vous avez parlé des soignants, de l'encadrement, on va en reparler. Justement, quelle va être la clause? Il y aura des clauses de conscience pour ces soignants, mais justement, quelle sera cette clause de conscience? Est-ce que les soignants seront obligés finalement d'euthanasie ou pas? Parce qu'évidemment, la clause de conscience, ça va être un moyen de pression sur ces soignants. Bien sûr, vous avez raison. La clause de conscience, je dirais, il ne faut pas la sortir trop vite en revendication parce que c'est au fond l'excipient du poison. Ça permet de faire passer c'est le cas de le dire, la pilule mortelle. Et c'est très ambigu cette clause de conscience. D'abord, elle serait dans un premier temps proposée, mais immédiatement attaquée. Ensuite, quel est le sens aussi pour un médecin qui accompagne son patient, qui dit bon, écoutez, là je m'arrête, mais pour la fin, je vous laisse à mon collègue. C'est lui qui va passer à l'acte. C'est atroce. Ça crée aussi des tensions. Dans les équipes, c'est assez violent. Et puis, elle est attaquée, on le voit, au Canada, il y a un centre de soins palliatifs qui a dû fermer parce qu'il n'y avait plus de subventions, parce qu'il refusait que se pratiquent des aides médicales à mourir, des AMM, des euthanasies dans son rang. On voit que les soins palliatifs sont attaqués par cette notion de soin ultime qui serait l'euthanasie. Et on le voit à chaque fois qu'une loi est passée avec le principe de la clause de conscience pour rassurer les soignants ont été progressivement brimés dans leur carrière et en difficulté. Donc il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, 13 organisations syndicales représentant 800 000 soignants qui ont exprimé que ni le suicide ni l'euthanasie n'étaient des soins. Parce que c'est sous l'acception de soins qu'on veut le faire passer. Donc quoi qu'il en soit, par exemple, et c'est la raison de notre mobilisation contre le suicide assisté, plus spécifiquement de samedi, les soignants, ils peuvent se dire, bon, on préférait le suicide assisté parce qu'on aurait moins d'implication ou pas d'implication. Et nous disons, attention, vous en aurez. C'est la porte ouverte. Vous devrez prescrire, vous devrez vérifier les critères, vous devrez préparer les perfusions, donner les produits létaux. Donc les soignants, il y aura des soignants qui seront impliqués. Et comme l'a dit le comité d'éthique, ipso facto, à cause du principe d'égalité, des personnes très dépendantes auront aussi l'euthanasie. Donc c'est la porte ouverte et tous les glissements qu'on a vus dans les pays étrangers. Et alors justement, ces pays étrangers, parce qu'il y a la Suisse qui depuis longtemps, la Belgique a donc légalisé l'euthanasie. Quel bilan on peut faire de ces pays qui peuvent être l'avenir de la France si elle légalise l'euthanasie bientôt? J'ai entendu le président Macron parler à un moment donné. Macron parlait du modèle belge. Nous, on est assez effarés, on a des contacts étroits. Je pense qu'il faut entendre Theo Bor, qui est un professeur d'éthique, qui était membre de la commission de contrôle aux Pays-Bas, et il nous a dit, il a fait une tribune dans Le Monde à ce sujet l'an dernier, il a dit attention, j'ai cru devant le nombre de suicides que l'euthanasie aux Pays-Bas allait faire diminuer le nombre de suicides sanglants ou difficiles. Il n'en est rien. Français, ne croyez pas que vous allez faire mieux que nous. C'est un piège. L'euthanasie a cru de manière exponentielle aux Pays-Bas depuis sa légalisation et le suicide aussi a augmenté dans une même proportion. Donc c'est assez effarant de voir ce qui se passe dans les pays étrangers. En Suisse, vous avez cette affaire de ce New-Yorkais qui a découvert plusieurs jours après que ses 2 sœurs qui avaient 10 ans d'écart sont allées se faire suicider en Suisse par une association qui n'a jamais voulu dire pourquoi.
pourquoi. Ils n'étaient visiblement pas malades gravement, ni l'une ni l'autre. Laquelle a entraîné l'autre. Et lui, il est avec son deuil. Et l'association dit, ça ne vous regarde pas, secret médical. Vous voyez. Donc non, les pays étrangers, le Canada, je l'évoquais, sont à nos yeux des contre-exemples. Et d'ailleurs, ils sont assez rares jusqu'à maintenant. Et ils ont, entre guillemets, on l'a dit à nos pauvres amis belges, quand ils sont empêtrés dans une situation très douloureuse, ils ont au moins l'avantage d'être le contre-exemple. Alors, je sais que les ministres français sont allés voir en Belgique des gens qui leur ont dit tout se passe bien, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. J'ai cité quelques-uns des problèmes, quelques situations. Par exemple, Chanty Descorté, une jeune femme de 23 ans qui a été euthanasiée en Belgique l'an dernier pour des raisons de souffrance psychique, uniquement parce qu'elle avait une adolescence difficile et qu'elle a été rescapée des attentats de Bruxelles et que ça l'a traumatisée. Et elle avait une vingtaine d'années. Oui, c'est ça, 23 ans. Et vraiment, les victimologues ont dit, mais c'est incroyable que vous laissez-nous l'approcher, discuter avec elle. On ne peut pas mettre fin au jour de quelqu'un pour des souffrances psychiques. Il faut la consoler, la soutenir, même si c'était sûrement une situation vraiment douloureuse et difficile. Vous voyez. Donc, il y a vraiment dans ces pays étrangers, glissement après glissement. Ce que nous disons surtout, c'est que les digues qu'on nous promet ne tiennent pas. Il n'y a pas de digues qui tiennent. Quand on a commencé à faire sauter le verrou, au nom de l'égalité et de notre compulsion à en demander toujours plus, eh bien vous allez finalement progressivement aller jusqu'à l'euthanasie de gens qui n'ont pas de maladie mortelle. C'est ce qui est en train d'être discuté sur le terme, la porte ouverte à toutes ces ce qui s'est passé, et ce qui se passe en Suisse et en Belgique et qui pourrait malheureusement arriver en France. Merci beaucoup, Duc Duel Denis. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Alliance Vita, auteur de Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu? Alors évidemment, on continuera de suivre ça avec vous. Merci cette légalisation peut-être prochaine de l'euthanasie en France et tous les impacts sur notre société et puis sur les plus vulnérables. Merci à vous. Merci.